On vient de voir donc une vision locale, nationale et internationale. Et bien, nous allons continuer en dépassant les frontières de la France, en recevant donc une nation invitée pour cette troisième édition. Il s'agit du Québec. Dominique Leglu sera donc la modératrice de cette séquence. Et nous allons recevoir pour commencer Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec et président du réseau international en conseil scientifique gouvernemental. Nous allons recevoir Jérôme Duprat, professeur en économie écologique, Université du Québec en Outaouais. Et Jean Lemire, émissaire au changement climatique, aux enjeux nordiques et arctiques, gouvernement du Québec, à nous rejoindre sur scène et on peut les applaudir très très fort. Merci à nos amis québécois d'être présents pour cette nouvelle édition. Alors, on profite du dessin de Xavier Gorce. Merci à lui. Merci pour son esprit libre, surtout. Ah, Rémi et Jérôme et Jean sont montés. Hein, tu les as... Oui, bien sûr. Je les invite. Dominique, tu n'as pas suivi. Non, je n'ai pas suivi. Alors, le Pavlov, il est là-bas. Il est... Hop. Attendez. On va s'installer. Qui a besoin ? Merci Vincent. Et surtout, alors merci Rémi Quirion, à côté de moi, Jean Lemire et Jérôme Duprat, qui nous arrivent du Québec. Ils ont un jet lag, ils ont un décalage horaire dans la tête. Hein. Ils arrivent directement. Tabernacle, vous allez bien ? On va très bien, on va très bien. Très très bien. On va se donner, si vous voulez bien, 40 minutes pour cette séquence. D'accord ? 40 minutes. Alors, je sais que vous avez des présentations, il y a aussi des échanges. Et puis on attend bien évidemment vos questions. Et on a beaucoup de questions cet après-midi. Merci beaucoup pour celles et ceux qui nous regardent en direct et même ici aussi dans la salle, le QR code. Et vous allez pouvoir poser aussi vos questions à nos invités. Alors Rémi, je rappelle que tu es scientifique en chef du Québec et président du réseau international en conseil scientifique gouvernemental. Alors, je sais que donc, tu as conseillé plein de gouvernants différents, d'obédiences différentes, comme on dit, mais ton péché mignon, c'est que tu aimes bien conseiller les villes, les collectivités locales. En fait, tu te promènes beaucoup dans le Québec, quoi. Alors toi, par rapport à la problématique que nous avons aujourd'hui, tu leur dis quoi à tes coreligionnaires? Je sais qu'il ne faut pas dire ça, mais bon, surtout au Québec. Parce qu'il y a-t-il un vrai problème là-bas aussi, comme chez nous, on a cru le comprendre toute la journée, et lequel? Il y a beaucoup de côtes hein, aussi. Oui. Et il y a beaucoup de questions là en une. On est d'accord. Vas-y Rémi, Alors là, on tu es va bien réveillé. dans l'ordre, Rémi. Non, tout d'abord, merci. Merci à Dominique, merci aux organisateurs d'être ici en Normandie. Bien sûr, il y a beaucoup de liens très forts entre la Normandie et le Québec. Hein, quand on voit les noms de famille ici et nos ancêtres, on dit oh, il y a beaucoup de liens depuis des centaines d'années. Et bien sûr, les guerres mondiales, Deuxième Guerre mondiale en particulier, des liens très forts avec le Québec et le Canada. Donc, je dirais, pour répondre à ta question de façon assez générale, si je voulais provoquer un peu, je dirais, les dirigeants au niveau d'un pays, d'une région ou d'une ville, écouter les scientifiques, écouter les chercheurs. Mais ce n'est pas la bonne façon de penser, ce n'est pas la bonne façon de faire. C'est plutôt de stimuler le dialogue entre les scientifiques, les chercheurs, les élus, les hauts fonctionnaires dans un gouvernement et, j'ajouterais, très important, les citoyens, citoyennes. Vraiment très terrain, très important. Et lorsqu'on parle de dialogue, ça veut dire apprendre la langue de l'autre. Parce que très souvent, les chercheurs, les scientifiques, lorsqu'ils parlent à des élus, ça peut être au niveau d'un gouvernement national, ça peut être une ville ou une petite municipalité, ils vont dire « Ah, ils n'ont rien compris ». Mais souvent, le langage qu'on utilise est un peu trop difficile à comprendre. De l'autre côté, l'élu, le politique, va dire « Bah, ils ne répondent pas à ma question ».
Donc, vraiment d'apprendre le langage de l'autre. Et très souvent, je dis, c'est simple, mais en même temps, c'est compliqué. Et si je fais référence au Québec, c'est pas l'anglais et le français, là. Un qui parle français et l'autre parle mandarin. Ça prend un peu plus de temps de faire les ponts. Et ce qu'on a essayé de faire au Québec, finalement, le poste que j'occupe au niveau de la province, au niveau du gouvernement du Québec, on essaie de créer le même genre de structure dans nos villes, dans nos municipalités. Donc, c'est d'avoir des scientifiques en chef dans nos villes. Le premier qui est annoncé, c'est dans la ville de Victoriaville. Peut-être certains d'entre vous connaissez. Ce n'est pas une grande ville, c'est 50 000 habitants. Mais ça permet d'avoir quelqu'un qui est à la mairie ou qui est à la municipalité. Et là, il y a un lien très rapide qui se fait entre les élus, les hauts fonctionnaires de la ville et, s'il y a besoin, avec le milieu académique, le milieu universitaire. Et ça fait tache d'huile. Premier, je disais Victoriaville, maintenant, il y en a plusieurs. Donc ça, c'est un modèle qu'on a développé qui semble fonctionner de mieux en mieux pour vraiment être capable de traduire les besoins très concrets d'une municipalité, d'une ville par rapport aux côtes, par exemple, par rapport au littoral, traduire ça de façon plus efficace au niveau entre les élus et entre les scientifiques. L'autre opportunité qu'on a créée récemment, c'est pour nos jeunes. À la fin, par exemple, des études doctorales, plutôt que de décider d'aller faire des études postdoctorales dans un laboratoire aux États-Unis, par exemple, et c'est très correct s'ils veulent faire ça, mais on offre à nos jeunes une bourse d'études postdoctorales de 2 ou 3 ans dans les municipalités. Donc, aussi d'apprendre la réalité des besoins d'une ville, d'une municipalité, et nos jeunes sont vraiment très, très stimulés. Donc, avec ces deux-là, je pense que de plus en plus, on commence à pratiquer et d'avoir un dialogue qui nous permet d'échanger entre les experts et la ville. Alors ça, c'est intéressant. Je ne sais pas si ça se fait en France, mais je pense que ce serait comme une idée à lancer pour le futur ministre de l'Éducation nationale ou de l'enseignement supérieur. Effectivement, ce serait pas mal. On attend la nomination de cette personne-là avec beaucoup d'intérêt et on est prêt à travailler ensemble. On collabore beaucoup France-Québec. Mais venez vivre en France. Rémi, est-ce que les questions remontent bien justement des élus ou des édiles québécois? Du coup, tu as installé des gens, où il y a des gens qui s'installent comme scientifiques et il leur arrive plein de questions et elles finissent par te remonter à toi, puis après ça redescend par les institutions. Comment ça se passe? Souvent, c'est beaucoup plus simple que ça et peut-être parce que... bien sûr, le Québec est relativement petit. On se connaît presque tous, là. Donc, les liens que l'on a entre les élus, les hauts fonctionnaires dans une ville ou au gouvernement et les experts scientifiques, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'échanges déjà au point de départ. Donc, ça facilite la donne. Et aussi, nous, on essaie d'aider le plus possible, d'aider la ville. Donc, maintenant, on commence à avoir un réseau de scientifiques en chef dans les villes et municipalités et aussi le programme de jeunes scientifiques en résidence dans les villes. Donc, si on en a 1, 2, 3, ça ne peut pas fonctionner. Mais lorsqu'on commence à avoir un réseau, et ces jeunes-là sont vraiment très, très stimulés, et ce qui commence à arriver maintenant, c'est que la municipalité ou la ville offre un emploi à cette personne-là par la suite. Donc, on peut maintenir les liens entre mon bureau et les bureaux dans les municipalités très terrain et faire du conseil scientifique dans l'action. Parce que c'est sûr, lorsque à la mairie, il y a des inondations, par exemple, c'est pas le temps d'écrire une thèse doctorale. Il faut donner vraiment des solutions à la mairie qui sont très, très, très pointues, très dynamiques. J'ai juste encore une question, puisque tu as écouté avec Jean Lemire et Jérôme Duprat, que je représenterai après, tu as écouté cette précédente table ronde sur les ports. Est-ce que l'un des ports, ou plusieurs, sont confrontés exactement à ce qu'ils ont décrit? À Montréal, c'est comme ça? Oui, le port de Montréal, qui est un port quand même assez important en Amérique du Nord. On peut penser à Montréal, New York, Boston, quelques autres. Oui, très, très souvent des changements très rapide. Il faut électrifier tout ça. Au Québec, un peu comme peut-être la Norvège. Il y a quand même beaucoup de capacité de ce côté-là, donc on est privilégié. Mais il n'y a pas une solution miracle pour un port à Montréal par rapport à d'autres ports. Le port de Montréal a beaucoup de partenariats avec des ports français, avec des ports allemands, etc. Jérôme Duprat,
Oh, vous êtes loin, mais je vous vois. Vous êtes professeur d'économie écologique. Alors vraiment, quand j'ai vu ce terme, je me suis dit, est-ce que mes fiches sont bonnes? J'ai mal écrit. Économie écologique, c'est assez rare en France, je crois, cette terminologie. À l'Université du Québec, en Outaouais. Alors, je crois que vous avez beaucoup de photos à nous montrer. Vous, en tant que professeur d'économie écologique, déjà, dites-nous qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous apprenez à vos étudiants, et puis on va regarder toutes vos images parce que vous en avez beaucoup. Merci. Merci d'abord de l'invitation et de l'opportunité de vous rencontrer, de vous parler. D'abord, l'économie écologique, c'est une façon de développer nos économies dans une perspective de respect des capacités de la biosphère et une équité intra- et intergénérationnelle. Donc, c'est simplement de... Ça fait beaucoup, hein? C'est de reprendre les bases de l'économie, de dire qu'on habite sur une planète aux ressources limitées. Il faut être capable de bien penser des instruments, des politiques publiques et des visions communes. Il y a une société européenne d'économie écologique qui est très, très dynamique, qui regarde ça sous la lunette de l'écologie politique. Alors, c'est hyper intéressant, hein, ce que vous venez de dire. Franchement, est-ce que ça existe en France aussi? Je pose la question, professeur d'économie écologique. Dominique? J'avoue mon incompétence. Je ne sais pas, je vais chercher. J'ai effectivement des collègues ici en France, dans plusieurs universités. Donc, on est souvent près des départements de géographie, de sciences de l'environnement, mais c'est une discipline qui est bien vivante avec ses journaux scientifiques. J'ai pris la balle au bond sur cette invitation et la thématique parce que je me suis dit qu'une image vaut 1000 mots. Donc, de vous présenter quelques photos du Québec, quelques perspectives sur nos enjeux de changement climatique, de biodiversité et de ses impacts, de quand l'Arctique fondra, quels seront nos enjeux et ses réalités. Si vous me permettez, je vous les présente. Allez-y, Jérôme. Je prends même la peine de me lever pour moi-même. Voilà. Donc, l'accord de Paris en 2015 a dit qu'il fallait limiter le réchauffement climatique à 1,5 degrés Celsius. Les tendances actuelles nous amènent à peut-être un horizon de 2,5 degrés Celsius d'ici la fin du siècle, mais il faut savoir que ce réchauffement global est une moyenne. Dépendamment de où on se retrouve sur Terre, la différence de climat, du réchauffement est bien différente. Si on se retrouve dans le Québec arctique, donc dépendamment si on atteint nos cibles de carboneutralité ou non, à l'horizon de la fin du siècle, on est dans un horizon de réchauffement de 7,5 degrés Celsius. Donc ici, on est dans vraiment un réchauffement qui est galopant, avec des impacts, des événements extrêmes qui les accompagnent. Donc, qu'est-ce qu'il y en est pour le Québec arctique? Et déjà, ce réchauffement est très, très réel au niveau de l'impact sur les populations, sur les infrastructures, sur la transformation des écosystèmes. Notamment, on peut parler aussi de la perte des routes de glace. Donc, dans l'Arctique, c'est déjà bien vivant. Si on descend un peu dans ce qu'on appelle le Québec des ressources, on est ici à quand même de 2500 à 4000 km au nord de Montréal. On est dans un Québec où on fait du développement minier, c'est toute l'hydroélectricité, l'énergie, il y a de la foresterie. C'est vraiment la ceinture boréale où les changements climatiques amènent des effets sur la fragilisation des écosystèmes, sur la production de certaines ressources naturelles, et il y a des impacts sur les communautés également. Ce réchauffement climatique, bien qu'on soit à Montréal, sera très élevé aussi, donc plus de 3 degrés Celsius à l'horizon 2100, avec des impacts sur les inondations, impacts sur la santé publique, sur des infrastructures, et il en est de même sur les milieux côtiers. Il y a plusieurs milliers de kilomètres de côtes au Québec, alors l'érosion des côtes, les activités comme le tourisme et la pêche, des éléments aussi d'éco-anxiété, lorsque la berge s'érode et qu'on voit notre maison être menacée de disparaître, ça amène des effets sur la santé mentale également. Donc, c'est bien réel, ce réchauffement de l'Arctique. D'un point de vue local, mais c'est un petit élément que je voulais aussi montrer ici, c'est que d'un point de vue global, c'est important. Lorsqu'on avait des discussions sur le climat au tournant des années 2010, ces points de bascule, ces éléments d'irréversibilité à l'échelle globale, on les entrevoyait plutôt au milieu de notre siècle. Dans cet article publié dans Science, on montre que 9 des points de bascule sont déjà enclenchés. Blanchiment des récifs coralliens, changement des courants marins. Eh bien, 3 de ces points de bascule très importants se passent dans le nord du Québec.
fonte des glaces, fonte du pergélisol et l'accélération des événements de feux de forêt en forêt boréale avec une grande libération de méthane, de gaz carbonique. C'est ce qui vous est arrivé, c'était l'été dernier ou l'été d'avant, c'était fou, quoi. Oui, il y a eu, les feux de forêt ont été l'équivalent de 2 décennies de feux de forêt dans le nord du Québec. Donc, c'est une grande libération. C'est un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre, de carbone sur la planète. C'est un immense territoire, évidemment. Donc, au Québec, on a une perspective d'adaptation, de lutte au changement climatique par rapport à l'Arctique et au sud du Québec. Donc, on entrevoit ça. On comprend aussi notre rôle au niveau global. Un point que je voulais faire dans ce regard croisé, je suis content que la thématique a déjà été semée sur des panels précédents, c'est la question de la biodiversité. Donc, les changements climatiques, c'est une thématique qui est assez mature dans notre vocabulaire. Des intervenants passés en ont parlé de carboneutralité, où on s'en va dans les prochaines années. La biodiversité, c'est une crise équivalente et malheureusement, on n'a pas la même compréhension et la même mesure des impacts de l'érosion du vivant sur Terre. L'équivalent du GIEC pour la biodiversité, c'est l'IPBES. Et l'IPBES nous dit qu'actuellement, il y a peut-être 1 million d'espèces qui sont menacées de disparition. C'est vrai aussi au Québec avec des espèces qui sont emblématiques comme le beluga, le caribou, des grands écosystèmes. Il y a plus de 550 espèces qui ont un statut de vulnérabilité dans la province. Et on l'a mentionné je suppose que si les caribous disparaissent, alors là, les Québécois et les Canadiens plus largement vont vraiment protester. Le caribou, c'est pas possible. C'est un emblème. Ils vont vers le sub. Ça voulait dire, Dominique? Ils vont vers le sub parce qu'il y a des jeunes dans la salle. Mais effectivement, c'est l'élément qui est important avec la biodiversité, c'est que ça nous touche directement. Les changements climatiques, ça peut être désincarné, hein, c'est très négatif, c'est des tonnes de gaz carbonique. Lorsqu'on parle d'espèces comme ça, tout de suite, on se sent projeté dans quelque chose qui nous est très, très réel. Montréal, c'est une plaque tournante mondiale de la biodiversité. C'est le secrétariat de la Convention pour la diversité biologique. C'est le siège social du réseau d'observatoires mondial sur la biodiversité. On a parlé tout à l'heure de l'accord de Kunming à Montréal, le nouveau cadre mondial sur la biodiversité, qui comporte 4 grands objectifs, 23 cibles. On parle de protection des milieux terrestres, des milieux côtiers, des milieux marins, des éléments financiers. Et Québec a joué un rôle très important dans cette réflexion sur la biodiversité. On espère pouvoir avoir cette relation croisée aussi avec la France, avec d'autres pays, sur l'importance de remonter dans l'agenda politique cette question. Je veux juste terminer mes quelques images en vous montrant un petit exemple de l'importance de la biodiversité au Québec et d'un point de vue de recherche, comment créer de la connaissance, comment comprendre notre territoire, mais comme faisait allusion Rémi aussi, l'importance de mettre cette science en action. Alors, très rapidement, au Québec, on a été une des 2 seules provinces du Canada à atteindre la protection de 20 du territoire, qui était l'objectif international en 2020. Donc, ce territoire est protégé, beaucoup dans le nord du Québec, beaucoup dans la ceinture arctique, la ceinture boréale. Et un élément qui est très important à comprendre, c'est que les écosystèmes, la biodiversité, ce n'est pas statique. Je vais vous montrer ici un petit clin d'œil les impacts des changements climatiques sur la biodiversité. C'est un collègue à l'Université du Québec, à Rimouski, qui a modélisé les effets d'un réchauffement de 2 degrés Celsius sur la biodiversité du Québec. Et il a montré que dans plus de la moitié du territoire, le taux de changement des écosystèmes est de plus de 80 %. Qu'est-ce que ça veut dire, un taux de changement? Ça veut dire qu'on se retrouve dans un écosystème donné, maritime, côtier, terrestre. On y retrouve actuellement, disons, une centaine d'espèces. Eh bien, avec les effets des changements climatiques, dans un horizon de quelques décennies, c'est 8 espèces sur 10 qui ne seront plus les mêmes. Donc ça fait me poser des questions sur la fonctionnalité des écosystèmes, mais même morale et éthique. Donc, ce qu'on a besoin de faire aujourd'hui, et c'est mon petit clin d'œil de présentation des travaux de mon laboratoire, c'est qu'on a besoin de mieux comprendre la biodiversité. On en faisait allusion tout à l'heure. Hein? On a besoin des plongeurs-plongeuses pour connaître le milieu sous-marin. On a besoin de soulever les pierres pour savoir ce qui est sous nos pieds. Et on a besoin de nouvelles technologies, des technologies qui sont géomatiques, spatiales. Et nous, dans notre groupe, on a développé, ici, je m'excuse, j'ai un petit problème de transfert de présentation. Il ne devrait pas y avoir de bleu, mais bon, on comprend quand même. On a lancé un projet sur l'ADN environnemental. L'ADN environnemental, c'est l'idée que lorsque une espèce est présente dans un
milieu, elle va laisser des traces. On perd nos cheveux quand on se promène un peu partout. Les espèces vivantes, eh bien, elles laissent des fragments de tissu dans les écosystèmes qu'elles habitent. On peut prendre un échantillon, vous voyez dans le haut, un échantillon d'eau, et ensuite faire de l'amplification d'ADN, et avec ce petit échantillon, dire à cet endroit précis se retrouvaient telles espèces. Donc, c'est une technologie révolutionnaire pour connaître notre territoire. Un exemple qu'on fait, c'est de travailler avec la nation Crie de Iyuiche, la baie James. C'est un territoire de 275 000 km². C'est la moitié de la France et ils sont 17 000 Crie. Donc, connaître ce territoire-là, évidemment, on a des savoirs traditionnels, mais on a besoin de sciences. Alors, on a lancé la plus grande initiative de recherche sur l'ADN environnemental. On a plus d'une centaine de partenaires. C'est financé par les gouvernements du Québec, du Canada. Et l'idée, eh bien, c'est d'aller développer des marqueurs d'ADN. Des marqueurs d'ADN pour plus d'une centaine d'espèces, qu'elles soient aquatiques ou terrestres, le caribou, la loutre, le saumon. Ensuite, d'être capable d'aller chercher des échantillons dans la nature. Donc, on travaille avec 4 communautés, 4 Premières Nations pour aller sur ces territoires-là, avec des différentes techniques comme des drones. Et par la suite, eh bien, on va identifier de la présence d'espèces sur le territoire, mais on va aussi, et là, ça rejoint la perspective de Rémi sur le rôle de la science dans une perspective communautaire, sociale. Ça, c'est un exemple d'une de mes étudiantes, Chloé, qui est allée à la rencontre des communautés des Premières Nations pour confronter des données scientifiques avec des savoirs traditionnels. Donc, par des techniques artistiques, de cartographie, de dessin, on voit si les deux perspectives de science, mais aussi de centaines d'années de connaissance du territoire viennent converger pour mieux réfléchir ensemble le développement territorial et mieux réfléchir comment on peut concilier économie et écologie. Et juste pour vous dire que c'est important au Québec, mais c'est important partout dans le monde de connaître la biodiversité. Et c'est un dernier exemple de mon collègue Normand Voyer à l'Université Laval à Québec. Son hypothèse, c'est de dire que les écosystèmes arctiques, ce sont des écosystèmes qui font face à plusieurs pressions. 20 heures de radiation pendant l'été, des stress thermiques de plus d'une échelle de 80 degrés Celsius. Donc, forcément, les espèces qui y vivent ont développé un arsenal moléculaire pour se prémunir de ces pressions-là. Et notre collègue est allé récolter des lichens. Et dans ces lichens du nord du Québec, il a fait de la prospection moléculaire. Il a découvert plusieurs types de molécules inconnues. Et juste dans ce petit lichen, on trouve des molécules qui sont très, très efficaces contre la gingivite, contre d'autres problèmes de santé buccaux. Et c'est un des plus puissants agents anti-malaria connus sur la Terre. Donc, et ça ici, ce sont des écosystèmes inconnus. Donc, c'est vraiment un appel à mieux comprendre, à mieux aussi envisager comment on va développer notre territoire. Parce que sans le regarder, sans le prospecter, sans réfléchir à d'autres philosophies d'extraction du vivant, eh bien, on sera dans une accélération de ces pressions climatiques et de biodiversité. Merci, Jérôme. Merci. Merci. Très, très intéressant. Hein. J'ai bien aimé votre photo de Chloé. Elle avait l'air très contente, votre étudiante. Alors, on la salue si elle nous regarde, même avec le décalage. C'est intéressant aussi cette superposition. Hein, c'est ce que vous disiez, c'est ce qu'elle a fait, Chloé, finalement, entre lorsque vous êtes sur un état naturel, entre ce que vous observez il y a peut-être, je sais pas moi, 100, 150 ans ou plus, que ça, la superposition. Et c'est comme ça qu'on peut aussi travailler les milieux dans lesquels on évolue finalement. Moi, je rejoins Rémi quand il dit que la science, parfois dans les universités, on est dans une tour d'ivoire et c'est très difficile d'engager un dialogue avec la société civile, les entreprises, les gouvernements, parce qu'on a parfois l'impression de détenir une vérité. C'est un terme un peu dans la littérature, mais la science post-normale. C'est l'idée que cette science va s'intégrer dans une dynamique socio-écologique, politique, dans laquelle il y a une forme d'humilité du scientifique, de dire, j'arrive avec un portrait, un angle, évidemment, c'est factuel, évidemment, il faut écouter cette science. Mais si le scientifique ne comprend pas non plus les enjeux, les arbitrages auxquels sont confrontés les citoyens, les politiques, ça devient un peu un discours de sourd. Donc, d'où l'importance, et c'est vrai pour les Premières Nations, dans un esprit de réconciliation, il faut vraiment que la science trouve sa juste place pour être mieux écoutée. Merci beaucoup. On va donner la parole à Jean Lemire qui est avec nous, qui est un émissaire. On a le plaisir de recevoir un émissaire. Oui, émissaire. J'ai aucun doute, je sens que Jean Lemire est déjà post-normal. Bon, voilà.
C'est parti. Émissaire au changement climatique et aux enjeux nordiques et arctiques du gouvernement du Québec. Ah, ça fait Voilà. beaucoup. Hein. Ça Mais fait Jean, vous arpentez la zone arctique, pas depuis bébé quand même, hein, mais presque. Non, j'ai commencé assez jeune, mais disons que j'ai assez d'années d'expérience pour vous dire que ce que j'ai vu, moi, dans l'Arctique, n'existe plus. Ça, c'est un terrible constat, ce que vous faites. C'est la rapidité des changements en cours. Donc, on est dans une vitesse de changement qui pose le problème principal. Qu'il y ait des changements climatiques, si ça se fait sur une échelle normale, je dirais, c'est normal. S'il y a des disparitions d'espèces dans les cycles de vie, c'est normal. Mais en ce moment, la vitesse à laquelle tout cela se produit, ça, c'est anormal. Et curieusement, c'est comme si nous étions tous ensemble dans un grand autobus qui se dirige à toute vitesse vers une falaise. Et on regarde dehors, on se dit, on va vite. Mais le chauffeur, qui est souvent le politicien, refuse de mettre les freins. Si on était vraiment dans cet autobus, on se demanderait, mais qu'est-ce qu'il a dans la tête? Et là, je ne parle pas du politicien, là, je parle de... C'est une belle allégorie. Hein. Mais, ça va inspirer Xavier Gorce, hein, ouais, à n'en pas douter. Mais nous sommes dans une situation vraiment, vraiment dramatique. C'est drôle parce que j'ai commencé très jeune et j'ai essayé, moi, de prendre le langage des scientifiques et de le transposer pour que le public le comprenne. Donc, j'ai fait beaucoup de films, beaucoup de livres. Jean, quand vous aviez commencé, vous étiez dans quel état d'esprit et quand est-ce qu'il a basculé, s'il a basculé? Ben, en fait, quand j'ai commencé, comme j'étais jeune, j'étais convaincu que j'allais changer le monde. Moi, hein? Que, évidemment, on se lance dans des aventures comme ça parce qu'on dit on va vraiment jouer un rôle. J'ai été 25 ans sur un bateau, 51 mètres, quand même un voilier respectable, 650 tonnes. On a fait le passage du Nord-Ouest en 2002 dans une bataille contre les glaces vraiment épique. On est retourné 13 ans plus tard au même endroit, à la même période, à la même date. J'aimerais ça vous amener voir ça, juste pour que vous puissiez voir en 13 ans les changements. Vidéo, s'il vous plaît. La vidéo qui prouve vos dires. En 2002, durant sa tentative de franchir le passage du Nord-Ouest, le voilier Sedna 4 n'a d'autre choix que de cesser sa progression vers le nord, coincé par les glaces dérivantes qui menacent le grand voilier. L'équipage, épaulé par un avion de reconnaissance du Service canadien des glaces, est dans une impasse. L'équipage doit affronter des conditions qu'il s'était pourtant promis d'éviter. Les chocs de la glace contre la coque d'acier n'annoncent rien de bon. Finalement, une brèche se dégage. Après des heures à chercher les petits passages d'eau libre, le Sedna réussit à se libérer de l'emprise des glaces. Il devient le 7e voilier de l'histoire à réussir le passage du Nord-Ouest, en une seule saison et sans l'assistance d'un brise-glace. Le grand voilier est retourné au même endroit, à la même date, 13 ans plus tard.
pour constater les effets du réchauffement sur le territoire arctique. Les constats sont accablants. La banquise n'est désormais plus qu'un souvenir dans plusieurs secteurs de l'Arctique en été. Merci. Ouais. Merci pour ces images, Merci. en tout cas, Merci. vraiment. Et c'est intéressant, juste avant de vous redonner la parole, parce que c'était en 2002, vous êtes allé, donc il y avait la glace, Voilà. etc. Ça fait penser à la phrase de Jacques Chirac qui avait dit « Notre maison brûle et on regarde ailleurs, nous regardons ailleurs ». Et il l'avait prononcé en 2002, justement. Et déjà, à cette époque, voilà, il avait aussi ce regard-là. Et 13 ans plus tard, on voit ces images éloquentes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a certains animaux, comme les ours polaires, ce sont des animaux qui sont adaptés pour cette glace. L'ours polaire a besoin du phoque annelé pour se nourrir. Il ne va pas changer son régime alimentaire. Évidemment, s'il n'y a plus de banquise, ça va être de plus en plus difficile de trouver les phoques. Alors, comme vous le voyez, souvent, comme les automnes sont en fait, les hivers tardent à s'installer, la banquise tarde à s'installer, ben, les ours qui doivent aller se nourrir absolument, ben, partent au large et ne trouvent pas cette banquise. Essayer de chasser un phoque dans des conditions de glace comme ça devient presque impossible. Mais ça, on l'a vu en Arctique. Ensuite, on a hiverné en Antarctique pendant 430 jours, complètement isolé. Et on a vécu l'effet des changements climatiques là-bas. On avait 51 années de données de température où nous avons hiverné, parce qu'il y avait une station de recherche à proximité. Et donc, on avait beaucoup de scientifiques à bord qui ont accepté, d'ailleurs, chapeau, de passer 430 jours complètement isolés, sans voir leur famille. Vous savez, quand vous fêtez 2 fois l'anniversaire d'un membre dans la même mission, vous lui offrez 2 gâteaux, il n'est pas rentré à la maison, ça commence à être long un petit peu comme mission, mais bon. Et on s'est rendu compte, pendant ces 430 jours en Antarctique, que la température moyenne des mois d'hiver, on prend juste les mois d'hiver, c'était plus 6 degrés comparé aux 51 années précédentes. La température la plus froide qu'on a eue en 430 jours, c'est moins 14. Une nuit. Donc, il faisait plus froid l'hiver à Montréal qu'en Antarctique. C'est incroyable. Quand vous regardez l'importance des pôles dans la machine climatique mondiale, c'est vraiment, ça donne le frisson. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais un frisson chaud, disons. Ouais. Et ça n'a pas manqué. Hein. Merci donc à Xavier Gors, on peut l'applaudir. Je savais que cette histoire du bus, ça allait l'inspirer. Jean, vous venez de dire, rappeler la machinerie climatique mondiale, mais c'est vrai aussi qu'on se pose tous la question de ces fameux points de bascule, ces moments où énormément de glace terrestre, donc l'Antarctique, pourrait fondre brusquement et à ce moment-là, conduire à une élévation du niveau de la mer vraiment dangereuse. Ce matin et demain matin, Gonéry Le Causanet du BRGM nous explique cela, cette incertitude aussi sur cette élévation du niveau de la mer. Sauf que vous, ce que vous nous dites, c'est quand même, là vraiment, c'est le bus, quoi. Il faut vraiment faire gaffe. Mais je vais vous dire trois choses très importantes. D'abord, j'ai le grand privilège de travailler, évidemment, pour le gouvernement du Québec, mais comme représentant des gouvernements infranationaux et des villes à l'ONU. Donc, on a un groupe qui prend la parole au nom des villes, au nom des maires, au nom des gouverneurs des États américains, etc.
Donc, je vois bien le processus onusien pour essayer d'avoir des accords mondiaux, que ce soit sur le climat, en biodiversité, etc. Ce que vous a montré tantôt, Jérôme, c'est le scénario du milieu du GIEC. Parce qu'il y a, si on ne réussit pas, toutes nos cibles, puis il y a, si on garde la même tendance qu'actuellement. Ces chiffres-là font vraiment peur. Souvent, on ne les montre pas trop parce qu'on ne veut pas décourager la population. Sauf que, dites-vous que depuis qu'on a signé l'accord de Paris, la réduction... ça fait réagir. Hein. Voilà. Ah oui, forcément. On n'a pas réussi à diminuer la courbe de GES depuis l'accord de Paris. C'est quand même quelque chose. S'il y a un sujet qu'on a parlé dans le monde, c'est bien ça. Et si on continue, si on fait juste suivre cette tendance, on est vraiment dans l'autobus qui s'en va dans le mur. Ça, c'est une chose. L'élévation du niveau de la mer, ça va amener deux choses. La grande machine des courants qui traverse tous les océans, qui est responsable d'une grande partie de la température mondiale, si on amène de l'eau douce par la fonte des glaciers qui sont sur la Terre, évidemment, je ne parle pas de fonte de banquise, cette eau douce va venir changer le mécanisme qui crée cette vitesse des grands courants. Et préparez-vous parce que la France est sous influence très grande du Gulf Stream. Donc, encore une fois, ces pôles jouent un rôle majeur et voilà. Et pensez juste à l'expansion thermique, un phénomène physique très simple. Les dernières études ont montré que le Gulf Stream commençait à changer, justement. Absolument. Hein, on est d'accord, à cause du réchauffement climatique. Voilà. Et c'est vrai que nous, on est sous l'influence, la France est sous influence du Gulf Stream et ça détracte l'ensemble des écosystèmes. Je pense qu'on n'a pas conscience, même c'est vrai pour le grand public, parce que cet après-midi, c'est grand public, il y a des personnes, j'ai vu des familles qui sont là, c'est l'importance de protéger les océans. Ne serait-ce que pour nous, même sans être du côté du littoral, hein. C'est pour le pays en lui-même, finalement. Mais il faut être en même temps un peu positif aussi, là. Adaptation, résilience, ça a été discuté un peu dans d'autres préparations. Donc, vraiment, Argonéry l'a très bien fait. Oui, et s'engager, vous, comme citoyen, s'engager comme citoyen, qu'est-ce que je peux faire, moi, dans ma ville, dans mon village, dans ma ruelle, très important, travailler avec des chercheurs de ce côté-là. Mais comprendre un peu ce qu'on peut faire. Nous, on peut faire des choses et je pense qu'on doit démontrer la résilience. Moi, je pense que si vous voulez que ça fonctionne, il faut vraiment que vous vous sentiez impliqué dans cette lutte. Et comme l'a dit Jérôme, je pense, un des premiers pas à faire, c'est certainement d'aimer cette nature qui nous entoure. La nature, c'est beaucoup plus qu'un parc où on va pour relaxer. La nature, c'est notre maison. C'est ce qui nous fournit à la fois les matériaux, les médicaments. Cette nature, elle fait partie de notre écosystème et nous faisons partie de cette nature. Donc, on doit absolument vivre de plus en plus en harmonie avec cette nature. Dominique, vous voulez juste donner un chiffre? Oui, et il nous reste 5 minutes. C'est très prosaïque, mon chiffre. Je voulais simplement rappeler qu'au One Planet, One Polar Summit, le sommet Une planète, les pôles, qui a eu lieu il y a un peu moins d'un an à Paris, il était rappelé que quelques 200 000 glaciers étaient actuellement en recul au niveau planétaire et que certaines des prévisions prévoyaient que la moitié aurait disparu en 2000. Attendez, je ne sais plus si c'est 2050 ou 2100. Mais ça veut dire que, outre les pôles, et tout particulièrement l'Antarctique, qui peuvent modifier par cet apport d'eau douce la courantologie, les grands courants mondiaux, planétaires, nos glaciers. Vous savez, quand on se plaint que la mer de glace et le glacier d'Argentière fondent, bien sûr, ça nous fait mal au cœur parce que c'est comme notre patrimoine. Mais ça va bien au-delà. C'est que ça aussi, ça alimente en eau douce les océans, l'océan global. Absolument. Je pense qu'un des enjeux les plus importants de l'avenir sera vraiment
l'accès à l'eau potable. Ce sera vraiment, vraiment quelque chose de... On parle d'enjeux géopolitiques. Évidemment, l'eau sera au cœur de cela. Souvenez-vous quand Al Gore a reçu son prix Nobel, son prix Nobel. On pense tous que c'est soit un prix Nobel en environnement ou... il a reçu un prix Nobel de la paix. Parce que l'environnement sera vraiment, vraiment au cœur de la sécurité, des enjeux politiques, de la santé publique. Bref, souvenons-nous que l'environnement, c'est souvent la paix. Sans le Gulf Stream, la France, ce serait le Québec. Sans les anglicismes, j'espère. Of course. Of course, bien sûr. Alors, merci encore à Xavier Gorce. Il me reste exactement 2 minutes. On pourrait prendre, si vous le souhaitez, prendre une question du public. Alors, franchement, je pense, alors c'est assez rare, mais je pense que les gens étaient tellement plongés dans ce que vous avez dit tous les trois que je n'ai pas reçu de questions sur ma tablette. Ils ont été complètement plongés dans votre prise de parole. Est-ce que quelqu'un a une question dans le public? Levez la main et on va vous donner... Ouais, on a une question. Allez, on peut prendre une question. On se donne 2 minutes. Quelqu'un qui brise la glace là-bas? Oui. Voilà, c'est ça. Allez-y, on vous écoute. Bonjour. Oui, bonjour. C'est une question que j'ai posée sur la tablette, mais apparemment, vous ne l'avez pas reçue. Peut-être alors. Mais merci de la poser en direct. Voilà, alors en réalité, c'est deux questions. La première, c'est concernant la nature est une chose. Travailler pour que les écosystèmes ne soient pas modifiés, n'est-il pas intervenir quand même dans l'évolution naturelle de la nature? Et mon deuxième question, c'est à quoi servent les accords internationaux comme celui de Paris à partir du moment où rien de probant n'est acté? Alors, il vous reste maintenant que 40 secondes pour répondre. Oui. 2 heures de plus. Non, allez, on peut se donner 5 minutes. Oui, très rapidement, allez. En fait, la bonne approche pour regarder les aires protégées, c'est celle de l'Union internationale de la conservation de la nature qui se découle ensuite dans les pays où il y a différentes catégories. Il y a bien sûr des endroits où on n'intervient pas parce qu'on a besoin de garder des habitats intacts pour les espèces, la biodiversité, mais il y a une déclinaison jusqu'à des aires de cohabitation être humain-nature. Donc, il y a des interventions et un intervenant, il faisait référence, on peut agir dans des infrastructures, un travail, de la restauration écologique pour rendre service à cette nature-là et profiter des co-bénéfices qu'elle nous donne. Donc, c'est vraiment un peu, pour moi, un des meilleurs exemples dans le monde, ce sont les réserves de biosphère de l'UNESCO, où on a des nœuds de conservation, on a des zones tampons habitées, on a des zones de développement humain. Donc, on a une perspective territoriale. Et ensuite, c'est de pouvoir prendre des éléments de science pour pouvoir ajuster la bonne cohabitation, faire de l'économie écologique, donc d'être capable de respecter la nature, de respecter les besoins humains. Rapidement, je vais essayer de résumer tous les accords que l'on passe à l'ONU en multilatéral. C'est vrai que c'est très, très long, très difficile, mais pensez à l'accord de Montréal qui est quand même un succès en biodiversité. L'accord Kunming-Montréal. Et en ce moment, nous sommes en train de négocier un futur traité international sur la pollution par le plastique. Croyez-moi, on en a besoin et ça brasse. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Dernière séance de négociation en fin novembre en Corée du Sud. Et pour terminer, Rémi, merci en tout cas. Oui, on peut l'applaudir effectivement parce que c'est très, très important. Si on veut manger du bon poisson, ben voilà. Et le travail que fait Jean, il y en a plein d'autres aussi à travers le monde. Ces grands accords internationaux, c'est absolument essentiel. Mais je dirais, vous engagez. Ne soyez pas spectateurs de ce genre de grandes conventions internationales. Devenez acteurs. C'est plus facile à dire qu'à faire, peut-être, mais n'attendez pas que votre président ou votre premier ministre trouve les solutions. Il faut les trouver nous-mêmes aussi. Merci donc à nos amis québécois pour leur venue et leur retour d'expérience. Merci à Dominique Leglu pour la modération. Quelle bonne idée d'avoir invité le Québec comme nation invitée pour cette 3e édition Grand Océan. Merci beaucoup.